Le diable transformait le caca, enfin l'or en caca, et là c'est l'inverse, c'est ton caca qui devient de l'or, t'as touché le pactole. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe, sans oser le demander. C'est le titre d'un film du plus névrosé des cinéastes américains, Woody Allen. Et bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir dans cette vidéo tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'argent, sans oser le demander. Le sexe, l'argent, les deux domaines où l'homme se révèle hypocrite selon Freud. Pour sonder ce que nous avons à cacher sur l'argent, nous interrogerons la pensée de Freud avec deux ouvrages qui tentent de synthétiser son approche, La psychanalyse et l'argent d'Ilana Reiss-Schimmel et La petite psychanalyse de l'argent de Patrick Avran. Et pour tenter de démêler ce rapport compliqué à l'argent, j'ai décidé de me retrouver dans un cabinet de psy avec Hala et je m'apprête à sonner. Bonjour Olivier. Bonjour Hala. Allons-y. Merci. Assieds-toi Olivier, je t'en prie. Merci beaucoup Hala. Et alors, dis-moi tout. Bah écoute, c'est compliqué, c'est un peu sensible. J'aimerais parler de l'argent et des tabous qui entourent l'argent, mais je suis pas très à l'aise en position assise. Est-ce que tu m'autorises à m'allonger? Bien sûr, bien sûr. Bon, super. Mais c'est intéressant, tu parles déjà des tabous. Donc tu trouves que quelque part, si c'est un sujet tabou, je te rejoins, même si je pense que dans ma génération, on est beaucoup plus à l'aise de parler de ces sujets-là, peut-être parce qu'on sait, on a conscience de notre valeur, ou bien on veut connaître notre valeur en discutant avec les autres ouvertement de ce sujet-là. Vous avez beaucoup de chance parce que c'est justement cette question qui est cruciale, c'est la question de la valeur. Et l'argent, d'un côté, nous permet bien, effectivement, de mesurer la valeur, alors que ce soit la valeur des choses, la valeur des services, ta valeur sur le marché du travail, puisque quand tu es recruté, tu as une valeur, tu as une rémunération. Mais pour les psychanalystes, ils ajoutent une autre dimension. C'est la dimension de l'inconscient. Et là, de ce point de vue-là, on n'est plus dans la valeur, mais dans l'au-delà de la valeur. Parce que l'inconscient, il n'est pas quantifiable, il n'est pas mesurable, il est propre à chacun. Et c'est là où on a nos projections fantasmatiques, imaginaires, libidinales aussi, donc sexuelles. Et là, de ce point de vue-là, eh ben, il y a un au-delà de la valeur. Donc on est en train d'osciller entre les deux. Alors, c'est pas simple quand tu as un terme qui peut signifier à la fois la mesure de la valeur et l'au-delà de la valeur. Comment on s'en sort? Ben, les psychanalystes, et notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Patrick Avran, arrivent à faire un distinguo entre deux notions. D'un côté, la monnaie, qui sera plus couramment utilisée par les économistes, parce que justement, ça permet de mesurer la valeur, c'est un instrument d'échange, un instrument de réserve, un instrument de spéculation. Et puis de l'autre côté, tu as l'argent, qui est la source de nos investissements imaginaires. La monnaie, elle a une origine, elle est traçable, il y a des supports, et on peut dire, bah tiens, la monnaie est née au 6e siècle avant Jésus-Christ, en 560 en Lydie. Tu connais l'expression toucher le pactole? Ah bon? Non, je connais pas. Très française. Toucher le pactole, c'est toucher le gros lot, c'est toucher, gagner la cagnotte, quoi. Et là, c'est le fleuve pactole, tu vois, qui a généré justement les premiers métaux qui ont permis de fabriquer la monnaie, c'est super. On peut le dater, alors que l'argent, par contre, il n'a pas d'origine datée. Il est indéterminable. Ça nous renvoie à l'échelle humaine, à l'enfance, avant l'apparition du langage. L'enfant a déjà un rapport, d'une certaine façon, avec son inconscient, son imaginaire, mais sans qu'on puisse le dater. Tout est fou. Donc, on peut dire que la monnaie a davantage intéressé les économistes, alors que les psychanalystes s'intéressent beaucoup plus à tout ce qui touche à l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il dit Freud par rapport à ça? Bah, tu verras quand même qu'il y a un petit rapport économique à la monnaie chez les psys, parce que les psys sont payés, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. D'abord, sur l'argent. Là, la pensée de Freud, elle est assez complexe. Et tu verras qu'il y a plein de manuels en librairie qui parlent de la psychanalyse, de la psychologie de l'argent. Et c'est pas d'une clarté folle. C'est assez compliqué parce qu'il a beaucoup évolué. Donc, on essaye de voir quelle est la cohérence. Ce qui est sûr, c'est que son premier rapport à l'argent date d'une lettre qui est de 1897, je crois, où il parle des contes, des mythes, des légendes. Et il établit un rapport qu'il voit dans les contes et les mythes entre l'or et l'excrément. Il parle du diable et il a remarqué que le diable, dans son pouvoir de nuisance, pouvait embêter les êtres humains en transformant l'or
qu'ils avaient dans les mains en excréments. Donc Freud, ça a l'air d'être très très simpliste quand je te dis ça comme ça, dit bah très bien, il y a une équivalence stricte entre l'or et les excréments, l'or et le caca. Et c'est quelque chose qui va se fixer dans la psyché des individus. Dit comme ça, on peut avoir des doutes, mais essayons de nuancer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'enfant. Quand tu es petit, eh ben, on le voit chez les enfants, ils apprennent la propreté au fur et à mesure, mais avant ça, ils s'intéressent beaucoup à leur caca. Ils le regardent, ils ont envie de jouer avec, ils ont envie de le toucher, il y a les parents qui sont derrière pour dire non, non, c'est pas possible. N'empêche qu'il y a un intérêt parce que c'est quelque chose qui est crucial et central dans leur vie. Puis après, ils s'en détournent. Forcément, ils grandissent, on leur a dit c'est pas bien, donc ils refoulent. Mais cet intérêt qui était placé sur le caca va se déplacer vers autre chose qui est absolument crucial dans la vie, qu'on manie tous les jours, qu'on s'échange. Je fais allusion à... L'argent. Exactement. C'est marrant parce que ça me fait penser aussi à la fascination qu'ont les enfants aussi avec le mot. Le caca, ça les fait rire. D'abord, ils vont avoir tendance à le dire tout le temps, à rigoler. Et après, ils apprennent qu'il ne faut pas dire ça, c'est pas un très bon mot. Et du coup, ils vont s'arrêter. Ça me fait penser à ce que tu racontais par rapport à l'argent, qu'au fur et à mesure, on essaie de ne pas en parler. C'est comme si c'était pas, c'est comme si c'était un tabou. C'est exactement ça. Et en même temps, on en parle tout le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on ne veut pas parler, mais en même temps, on en parle tout le temps. Donc il y a vraiment ce rapport qui est vraiment l'équivalence. On a un symbole culturel qui est l'argent, qui nous permet de parler de façon déguisée du caca. Alors, là encore, ça peut paraître très schématique quand on se dit, bah, finalement, l'argent, ce serait du caca désodorisé, brillant. Mais quand tu regardes notre inconscient, notre imaginaire encore aujourd'hui, ça perdure cette image. J'ai regardé une série sur Netflix, je crois, il n'y a pas longtemps, ou sur Canal, qui est avec Ramzy, l'humoriste. Je ne sais pas si tu le connais. Ah oui. Il formait un duo avec Eric. Oui, oui, tout à fait. La série s'appelle Hors de lui, je crois, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Et c'est une série où, pendant le premier épisode, j'ai regardé que le premier épisode, je le jure, il est constipé. Il a mal au ventre, c'est difficile, c'est douloureux. Et à la fin de l'épisode, il arrive enfin à aller et à se libérer aux toilettes. Ça fait un bruit tonitruant. Sa femme s'inquiète, qu'est-ce qui s'est passé? Les toilettes sont détruites, tu vois, c'est très primaire comme image. Boum! Il a lâché le truc, les toilettes sont détruites. Et en fait, quand il regarde dans les toilettes, qu'est-ce que c'est? C'est de l'or, oui. C'est un étron J'avais doré. vu la bande-annonce. Bon, c'est nul, pardon, je devrais pas dire ça. J'ai pas eu envie d'aller au-delà, mais tu vois, cette équivalence, elle continue. Le diable transformait le caca, enfin l'or en caca, et là c'est l'inverse, c'est ton caca qui devient de l'or, t'as touché le pactole. Ok, et du coup, je pense que j'ai un petit peu du mal à voir l'argent de cette façon-là, mais j'ai envie d'en savoir plus. Donc, est-ce que ça veut dire que... Qu'est-ce qui se passe dans notre inconscient alors? Bah alors, écoute, tu vois, là c'était vraiment le premier Freud. Mm. Cette élaboration, elle est assez simple. Mais Freud, puis tu vois, des psychanalystes qui l'ont suivi, alors Ilana Reis-Schimmel, dont je parle en introduction, Patrick Avran aussi, ils ont continué à travailler sur cette question-là en voyant et en repérant d'autres choses chez Freud qui permettent d'introduire un peu plus de nuances et de subtilité. Là, on a fait une équivalence stricte entre, d'un côté, l'or et l'excrément. Ils introduisent un autre terme, et Freud lui-même aussi introduit cet autre terme, qui donne plus de subtilité, c'est cadeau. Reprenons l'enfant. L'enfant ne possède rien en propre. Il vit chez ses parents, il est dépendant d'eux pour manger, pour dormir. Tout ce qu'il a, c'est des cadeaux qu'il reçoit de ses parents, des jouets, des petites voitures, des petits avions, des petites dinettes, très bien. Et il n'a rien à leur rendre. Jusqu'au jour où il découvre quelque chose qu'il a en lui, qui sort, qui est précieux. C'est ce caca. Alors, j'avoue, dit comme ça, pour nous adultes qui avons sublimé et refoulé, ça paraît pas très précieux. Mais il faut se situer à un moment du développement psychique de l'enfant. Il a entre 2 et 4 ans. Il portait des couches jusque-là, il va falloir qu'il apprenne à devenir propre. C'est un moment important. C'est un moment où aussi, au niveau organique, il maîtrise son sphincter, c'est-à-dire qu'il peut retenir et pousser. Mais c'est un apprentissage, et les parents l'assistent dans cette tâche. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il est important. On le met sur le pot, on le regarde, on attend, on observe, on se lève. Combien de fois les enfants font ça? Ils se lèvent, ça y est, c'est bon, ils regardent, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien. Ils reviennent, ils remontent, ils reviennent, ils remontent, et les parents sont dans l'attente et dans l'espoir. Donc il a quelque chose de précieux à leur donner. C'est son premier cadeau. Le jour où il y arrive, les parents le félicitent. Bravo, tu l'as fait, c'est très bien. Je l'avais jamais pensé comme ça. Et ça, il l'intègre, il l'intériorise. Et par contre, quand il est fâché contre ses parents, il a le pouvoir, littéralement, de les faire chier. Il se constipe,
il refuse de leur donner ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont envie, et donc il fait de la rétention. Je retiens, je libère. Voilà la structure qui va permettre de penser l'argent comme prolongement de l'excrément à travers la figure du cadeau. En fait, ça joue sur la qualité de la relation qu'il va jouer avec ses parents, mais aussi ensuite avec le monde. Et là, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le développement de l'enfant, eh bien on va avoir des rapports pathologiques à l'argent qui vont se former. Tu parles alors de rapports pathologiques. Comment ça s'explique par rapport à l'argent justement? Ouais, bah, parce qu'on n'a pas tous des rapports qui sont très sains à l'argent, on le vérifie dans la vie de tous les jours, tu vas au café avec des amis, tu te rends compte qu'il y en a un qui a un peu de mal à sortir son porte-monnaie au moment où il faut régler, d'autres qui sont excessivement généreux, mais jusqu'à un point où ça te met mal à l'aise, parfois en disant mais moi aussi je veux ma place pour payer, ça me dérange que tu m'invites tout le temps, et ils ne respectent pas ton désir et ta volonté. C'est les deux figures limites, si tu veux, c'est l'avare et le prodigue. Donc celui qui est excessivement généreux, le prodigue, et l'avare, celui qui est excessivement radin, quoi, qui garde tout pour lui. Donc tu as ces deux figures qui sont limites. Ce qui est assez amusant, c'est que dans la vie courante, on a tendance à opposer ces deux comportements en disant, bah voilà, on ne peut pas faire plus loin l'un de l'autre. Et en fait, là où c'est intéressant, la théorie psychanalytique, ça nous permet de les rapprocher. L'avare et le prodigue ne sont pas aussi différents qu'on le croit. En fait, chez les deux, il y a une demande d'amour. Il y en a l'un qui veut absolument se passer de l'autre. Ça, c'est l'avare. C'est dans le fond, il a peur d'être déçu, il a peur d'être frustré, il a peur que l'autre ne réponde pas à sa demande d'amour, donc il veut tout pour lui-même. Il veut construire une forteresse. Et ça, l'argent lui permet. Il va investir tout sur l'argent pour répondre à sa demande d'amour. Il a tout le contrôle là-dessus. Tu comprends? Genre, c'est la maîtrise, c'est important. Ça, c'est du côté de l'avare. Chez le prodigue, il y a une demande d'amour. Mais celle-ci, elle passe par l'autre. Et on va payer pour acheter l'amour de l'autre. On va se rendre indispensable, on va l'obliger à nous dire merci, on va l'obliger à nous aimer, mais dans le fond... L'amour passe par l'argent quelque part, oui. Exactement, toujours par l'un et pour l'autre. Finalement, on oublie la position de l'autre, autrui, l'altérité, pour se concentrer sur l'intermédiaire, sur l'argent. Tout passe par l'argent, tu viens de le dire. Mais il n'y a pas de place pour l'autre. Il y a un refus même de laisser une place à l'autre. Parce que quand on laisse une place à l'autre, c'est la place de l'incertitude, forcément. Et c'est ce que nous dit Avran quand tu parles de la cure psychanalytique, quand tu parles de la monnaie et pas de l'argent, là, tu es obligé de faire confiance en l'autre. Là, tu es obligé d'établir une négociation, un compromis. En fait, l'avare et le prodigue, ils ne veulent pas de compromis. Tout pour moi ou tout pour toi. Mais il n'y a pas de place pour cet espace entre les deux. Il y a un film qui parle de cette question-là que j'étudie en cours, qui est assez amusant, assez caricatural, mais assez amusant, qui s'appelle Le coût de la vie. Là, tu as deux personnages qui sont totalement opposés, un avare et un prodigue. Tu as Lucchini, qui est parfait en avare. Alors, ce qui est assez amusant chez l'avare, c'est que c'est quelqu'un qui, évidemment, ne veut rien dépenser. Il pense que ça ne concerne que lui. En fait, ça se voit socialement. Sa fiancée, quand il s'agit de se marier, d'acheter une robe de mariée, elle voit que c'est un rat, elle va le quitter. Ses amis, ils voient bien qu'au restaurant, ils ne payent jamais. Et il y a une scène assez drôle où, à la fin d'un repas, tous les potes se sont consultés et ont dit « cette fois, on ne paye pas ». On paye pas, on paye pas, on paye pas, et ils attendent le dernier moment, et tu vois qu'ils utilisent tous les subterfuges pour pas payer. Oh mince, j'ai oublié mon porte-monnaie, ah mon carnet de chèque est dans ma veste, et tout le monde le regarde en disant mais c'est pas possible, mais t'as pas honte, ton comportement est nul. Donc en fait ça se voit. Lui, il est avare strict. Et de l'autre côté, t'as Vincent Lindon, qui lui est l'inverse, qui est un prodigue. Il est propriétaire d'un restaurant, il régale ses copains, il adore la bonne bouffe, il adore le bon vin, c'est quelqu'un qui profite de la vie, si tu le vois sous un versant positif. Mais sous un versant négatif et pathologique, c'est quelqu'un qui est criblé de dettes, c'est quelqu'un qui fait souffrir sa famille, parce qu'il leur ment sur les dettes qui courent, parce qu'il ne veut pas leur dire ce qui se passe sur sa situation, et il met tout le monde en difficulté. Donc les deux, en fait, ont peur de quelque chose, ont peur de perdre quelque chose, et ils provoquent exactement la perte. Leur comportement est finalement destructeur, et c'est là où c'est pathologique. L'avare et le prodigue provoquent des comportements destructeurs qui vont à l'encontre de ce qu'ils voudraient. Ils veulent se protéger et en fait, ils s'exposent. Donc, dans tout ce que tu dis, bon, ça paraît, c'est extrêmement caricatural, voire même éclaté, mais j'ai l'impression que tout comportement pathologique et problématique par rapport à l'argent revient par rapport au psychanalyste que tu as évoqué, à une fixation anale. Dans ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a l'impression que ça se passe sur le mécanisme de la rétention, de la libération et donc ce que je disais sur le stade anal. Vincent Lindon,
ou Fabrice Lucchini sont bloqués pour l'un sur la scène en disant je retiens, je retiens, je retiens, Lucchini, et que Lindon c'est l'inverse, il donne, il donne, il donne. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Il faut voir que toi, comme moi, comme chacun d'entre nous, selon Freud et selon les psychanalystes, on passe par plusieurs étapes pour arriver jusqu'à la maturité affective et émotionnelle. Il y a des stades qui sont des stades prégénitaux. On a parlé du stade anal, entre 2 et 4 ans. Mais il y en a d'autres. Il y a le stade oral, encore plus jeune, et le stade phallique. Je vais revenir là-dessus. Mais en gros, on passe par toutes ces étapes pour arriver à ce développement qui fera de nous un individu mûr, capable d'accueillir l'autre, avec une structure de la personnalité qui est bien posée. Je suis capable de différencier entre moi et le monde, entre l'objet et moi-même. Je suis capable de symbolisation, c'est-à-dire que je suis capable de penser la place de l'autre, d'établir du lien, de négocier, de créer du compromis. Ça, c'est l'individu posé, équilibré, structuré, solide. Et il y a des individus qui sont plus fragiles, on a tous des fragilités, hein, qui va être pris dans une régression, c'est-à-dire qu'il va être fixé à des phases du développement pour certains problèmes ou questions de la vie. On va essayer maintenant de montrer comment il y a une liaison entre chaque phase et le rapport pathologique qui peut se jouer. Mais si on les décrire d'abord. La phase orale, c'est le moment de l'allaitement, c'est la phase du lait. Donc là, on pourrait dire l'argent égale lait. L'enfant, il tète le sein de la maman et ça assure son développement. Ça va jusqu'à 8-9 mois, je crois. Ensuite, tu as le stade anal. Je ne reviens pas là-dessus, je pense qu'on a bien compris. Et puis à un moment, on en a marre aussi. Franchement, c'est bon, on l'a compris. Et il y a le stade phallique, qui est le stade fantasmatique du pénis, et qui se pose la question de... c'est le moment où l'enfant devient un peu exhibitionniste. Il se montre, il est curieux du corps de l'autre, il prend son bain avec un garçon et une fille, il veut voir s'il en a un ou pas. C'est vraiment la question d'en avoir ou pas un phallus. Alors, ça, je le dis tout de suite, je préfère, parce que dans les débats actuels, c'est quelque chose qui est très contesté, très discuté dans la communauté psy et ailleurs. Quand tu vois tous les mouvements LGBTQ+, les mouvements trans, c'est vraiment des questions qui sont discutées parce que c'est comme si tout le monde rêvait d'avoir un phallus. Il y a vraiment débat sur la question et je recommande particulièrement d'aller voir le petit livre de Paul Preciado, « Je suis un monstre », une conférence donnée qui est merveilleuse. Ouais, la conférence est top. Tu l'as lu ? J'ai connais, mais j'ai pas encore tout lu, mais j'ai un ami qui adore Preciado, donc ça m'a vraiment donné envie de le lire aussi, mais je connais à peu près de quoi ça parle. C'est passionnant, il faut vraiment aller le voir. Mais donc tu vois, globalement, il y a ces 3 stades, et à chacun de ces stades, pour Freud et c'est ceux qui lui ont succédé, il y a un rapport à l'argent qui va se jouer. Et par exemple, tu vois, si on a fait le raisonnement qu'on a développé tout à l'heure sur l'avarice et le prodigue, il n'y a aucune raison qu'on soit avare parce qu'on soit bloqué au stade anal. On est peut-être avare aussi parce qu'on est bloqué au stade oral. Est-ce que tu pourrais, toi, élaborer en disant, oui, qu'est-ce qui expliquerait que j'ai une fixation au stade oral et que je devienne avare, ou prodigue d'ailleurs? Par rapport à l'analogie du lait, c'est comme si l'enfant s'est dit inconsciemment que je veux plus de lait parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez, donc je vais avoir des réserves, donc je vais consommer plus pour avoir des stocks, comme s'il va vraiment les stocker. Ouais. Alors qu'à l'inverse, l'enfant prodigue, il serait plus dans « ok, j'ai accès à ça et je vais consommer, je vais être dans l'abondance » pour espérer de le partager, même si ça ne sera pas le cas. Mais ça va être presque la même approche, mais le même objectif, mais avec 2 approches différentes. En fait, tu sais, l'enfant, quand il est entre 0 et 8 mois, il ne fait pas de distinction entre lui et le monde. Quand il a faim, il pleure, il a le lait, et ça va. Je veux, j'ai, j'obtiens. C'est cette phase-là de la construction de la psyché aussi, quoi. Je veux, j'ai, et j'obtiens. Super. Donc pour lui, le sein de la mère, c'est la corne d'abondance. C'est là, disponible tout le temps, et c'est en quantité illimitée. Il est insatiable, mais il a tout ce qu'il veut. C'est super. Là où il va y avoir un rapport pathologique qui peut se développer, c'est sur la question du sevrage. Est-ce que la maman, elle a sevré l'enfant trop tôt, et donc là, il va développer des carences, des manques, la peur du manque, ou est-ce qu'au contraire, elle a sevré très abondamment, très longtemps, et là, il y a cette idée de la profusion, de la disponibilité, des ressources, tout est là. Et alors, finalement, c'est ça qui se joue pour l'avare et pour le prodigue. Ils vont l'un et l'autre développer un rapport à la question du manque qui va se transformer de façon différente. Comme tu l'as dit, l'avare, il va vouloir amasser. Il va en vouloir plus. C'est comme Picsou avec sa piscine, il va vouloir se baigner dans son or, il veut avoir tout pour lui, rien que pour lui, et le monde extérieur, il s'en fout. C'est je veux, j'ai, j'obtiens. Okay. Le prodigue, alors, son raisonnement est un peu plus compliqué, mais hyper intéressant. Est-ce que tu connais le mythe des Danaïdes? Ah, je pense oui.
Bah, j'ai envie de voir une analogie, tu sais, c'est l'histoire d'un tonneau qui est percé. Et donc, pour le remplir, il faut verser tout le temps du liquide à l'intérieur, mais sauf que ça fuit. Ouais. Donc c'est une tâche infinie. Bah, c'est ce qui rentre et c'est ce qui sort. Bah, le produit qui prend le raisonnement à l'envers, c'est lui, il fait sortir, il dépense, il dépense, il dépense, et il y a une sorte de pensée magique qui lui fait penser, croire, que ça va rentrer de l'autre côté. Que plus il va dépenser, plus il aura. Que ça va lui attirer la chance, en fait. Pour lui, il est dans une certitude imaginaire du gain. Il va gagner. C'est exactement le joueur de casino. Je vais me refaire, je vais me refaire, je vais me refaire. La perte est un accident, le gain est la condition normale. Donc il va jouer, il va jouer, il va jouer, et il va espérer que ça va se refaire. Sauf que comme c'est le cas avec Vincent Lindon, ça ne marche pas toujours, et on a un problème dans la vie concrète, la vie réelle. Là, on rencontre les autres. Ça, c'est pour le stade oral. Alors, je ne vais pas te faire le même jeu sur le stade phallique, mais là, c'est le stade de la compétition, quand je t'ai dit tout à l'heure, en avoir ou pas, celui qui a la plus grosse, quoi. La plus grosse voiture, la plus grosse maison, le plus gros compte en banque. C'est la compétition, c'est la concurrence. On regarde les autres. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que je peux avoir de plus qu'eux? C'est vraiment un gros bébé. Il est dans la toute-puissance. L'argent est le prolongement de sa volonté de maîtrise du monde. Tout lui est dû. Tout est à lui. Et moi, je vois une analogie entre ce stade et certains Golden Boy, certaines réussites spectaculaires au niveau financier, notamment sur des temps très courts. Tu as vu le Loup de Wall Street? Oui, tout à fait. Bah, je trouve que le personnage qui est joué par Leonardo DiCaprio, qui renvoie un personnage réel, il représente tout à fait ça. Il a gagné beaucoup d'argent en très peu de temps. Yacht, énorme partie, on éclabousse tout le monde, on monte sa richesse. C'est l'enfant qui ne connaît pas la limite, qui ne connaît pas la frontière. Et l'argent n'est pas une frontière dans ce cas-là. C'est un prolongement de sa volonté. Et heureusement ou malheureusement pour lui, à un moment, bah, il y a le rappel à la loi. Dire, tu ne peux pas faire n'importe quoi, ta volonté n'est pas toute puissante, il y a un ordre social et tu vas être puni pour ce que tu fais. Donc voilà comment tu peux décrire finalement deux choses, deux comportements limites, l'avarice et la prodigalité, en prenant chacun des stades, et finalement tu as une explication qui est satisfaisante à chaque fois. Et c'est peut-être aussi la limite de la chose, c'est-à-dire qu'on dit, on a l'impression qu'on peut mettre tout et n'importe quoi là-dedans, mais c'est peut-être ça le secret de la monnaie, pardon, de l'argent, c'est que c'est imaginaire. Donc on projette ce qu'on veut en fonction de son histoire subjective, de son histoire émotionnelle, et ce qu'on va fixer là-dessus, c'est pas la même chose que ce que l'autre va fixer là-dessus, et pourtant, ça circule. Et si on devait en conclure quelque part, parce que c'est un peu... on est parti un peu dans tous les sens, si on devait revenir sur Terre et conclure cette partie, qu'est-ce que t'en dirais? Bah écoute, nous la question, je pense qu'on se dit, ouais, bah, ça veut dire qu'on est tous foutus et qu'on a tous des rapports pathologiques à l'argent et qu'on ne peut pas avancer. Pas du tout. Parce que j'ai fait le distinguo au début entre la monnaie et l'argent. Il y a l'argent source de nos projections imaginaires, et il y a la monnaie qui nous permet de vivre. Et là, tu vois, Patrick Avran, par exemple, il revient là-dessus, sur la cure psychanalytique, mais Freud aussi. C'est la monnaie, ça permet d'établir un lien de confiance, c'est de l'argent, mais désérotisé, neutralisé. C'est quelque chose d'objectivé qui nous permet d'avoir des relations aux autres. Et ça, c'est important parce que ça va permettre d'articuler des relations entre adultes. Et dans la cure psychanalytique, par exemple, on va avoir 3 rôles qui vont être confiés à la monnaie et pas à l'argent, qui vont permettre à la cure de s'installer et peut-être à moi, qui suis sur ton divan aujourd'hui, d'aller mieux à la fin. Déjà, si je te paye en tant que thérapeute, c'est que je te reconnais une compétence, un savoir. Tu peux m'aider. Exactement comme un médecin pourrait le faire. Si je vais voir le médecin ou chez le dentiste, il a une compétence que je n'ai pas. Ensuite, il y a cette question de... Le psy, lors de la première séance, il fixe tout de suite le cadre. Il dit, nous sommes dans un cadre thérapeutique où tu pourras dire tout ce que tu veux là-dedans. Par contre, dans le cadre, il faut qu'on fixe la question de l'argent. Combien tu vas me payer? Et ça, c'est une façon de dire au patient, je n'ai pas de tabou avec cette question-là. Alors j'ai dit en introduction qu'il y a 2 questions sur lesquelles les gens se montraient hypocrites, c'est le sexe et l'argent. Le thérapeute, en disant, je n'ai pas de problème avec ce sujet-là, il me dit à moi qui suis allongé, sois à l'aise ici pour être transparent sur toutes les questions qui te préoccupent, y compris la question du sexe. On en vient de la monnaie au sexe. Enfin, il y a cette question-là que j'aime beaucoup, c'est la question de la thérapie. On sait quand on commence, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Mais si tu ne payais pas, est-ce que tu auras un intérêt à arrêter la thérapie? Putain, tu pourrais parler sur un divan des heures et des heures, la personne t'écoute, ne dit rien, c'est génial, je vais continuer ça pendant 10-15 ans. Le fait que tu saches que tu payes et que ça te coûte de l'argent, que ça te coûte... On le prend plus sérieusement. Exactement. Il y a une série que je suis en train de regarder en ce moment qui est très sympa.
série québécoise qui s'appelle Lâcher prise, très drôle, sur une femme qui vient de faire un burn-out. Enfin voilà, c'est l'enjeu principal. Un couple gay va chez le thérapeute et pendant la première séance, l'un des conjoints dit qu'il a un désir d'enfant et qu'il veut absolument faire un enfant en ayant recours à la PMA. L'autre est estomaqué, il dit mais on n'en a jamais parlé, pourquoi tu sens ça? Il fait bah quoi, tu crois que j'allais attendre la 27e séance pour en parler? Vu le prix que ça nous coûte, autant être efficace. Donc dès la première séance, il a posé le truc, l'éléphant est posé. C'est ça. Ok, ok, très intéressant. Donc la monnaie nous aide quelque part à revenir à la réalité. Exactement, ça nous permet de revenir au réel, ça nous déniaise, parce qu'on a tous des questions de monnaie, d'argent, de rémunération, de loyer à payer. Et là, c'est pas de l'imaginaire. À la fin du mois, tu dois payer ton loyer, tu dois te nourrir, et ça nous ramène dans le réel, et le réel, ça fait du bien pour les psys, ça permet de gérer ces névroses. Donc tu vois, tu as l'argent, support imaginaire, et tu as la monnaie qui nous ramène au réel. Mais ce qui est intéressant, finalement, ce qu'on a vu dans cette séance, en glissant de façon très poussée du côté psychanalytique, c'est que l'argent, c'est vraiment à la liaison entre ce qui est l'intime et le collectif, entre le passionnel, l'émotionnel, l'affectif et la raison instrumentale, l'instrument de paiement, l'économique, quoi. Donc tu es à la liaison, à l'articulation entre ce qu'il y a le privé et le commun. Et c'est vraiment à ce niveau-là que se joue quelque chose. Après, on pourrait encore enrichir d'une dimension quand on pense à l'articulation entre intime et le commun, entre le privé et le public, c'est la question politique. Est-ce qu'on pourrait avoir un point de vue moral, selon toi, sur l'argent? Je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et on pourra continuer à en discuter lors de notre prochaine séance.